Alors moi c'est Kashink, ça fait une quinzaine d'années que je fais du street art, mais je me considère plutôt comme artiste d'art public. C'est-à-dire que pour moi le street art fait partie de ma pratique, mais dans cette pratique il y a d'autres manières pour moi de m'exprimer dans la sphère publique, notamment par le maquillage que je porte tous les jours, toute la journée depuis maintenant plus de 7 ans, et par des prises de position activistes que j'ai depuis un bon bail aussi. Quand j'ai commencé le street art, il n'y avait pas beaucoup de diversité en fait, d'images qui étaient proposées en fait, dans ce qu'on appelait à l'époque plutôt graffiti. Le street art fait partie en fait, d'une forme d'art urbain qui est plutôt figurative. Et quand j'ai compris l'impact que pouvaient avoir les images figuratives dans l'espace et à quel point en fait, les publicités nous bombardent d'images quelque part de corps et de visages, de personnages en fait, qui sont très normés, je me suis dit en fait que j'avais envie moi de proposer autre chose. Et je ne me reconnaissais pas non plus dans les pratiques d'autres artistes qui m'avaient précédée, qui c'était très compartimenté. Donc pour moi, dès que j'ai compris l'impact de pouvoir partager des messages dans la rue, j'ai eu envie en fait de proposer des messages et une certaine forme d'engagement. Alors, quand j'ai commencé à peindre, d'abord j'étais plutôt dans une inspiration de masques. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que ce que je représente comme image soit compréhensible de la plupart des gens. Et en fait, les masques, ça existe dans toutes les cultures du monde. Ça existe pour des cérémonies traditionnelles, comme par exemple en Afrique ou dans certaines traditions, que ce soit aussi dans d'autres continents. Mais ça existe aussi en Europe pour le carnaval, ça existe aussi en Asie pour l'opéra, ça existe ou pour le théâtre. Donc ça existe vraiment dans plein de cultures. Et pour moi, en fait, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que c'est un travail qui recoupe la question de l'identité. C'est-à-dire que quand on met un masque social ou physique, on est dans un rôle qui n'est pas forcément pour se cacher, en fait, ou pour prétendre être quelqu'un d'autre, mais pour moi, ça sert à aussi se révéler. Et donc, du coup, dans les traditions spirituelles, ça fait qu'on peut avoir une certaine connexion avec quelque chose de spécial par rapport à une tradition spirituelle ou un rituel. Et dans le quotidien, pour moi aussi, tout ça se recoupe autour de la tradition du maquillage. Masque, maquillage, c'est la même étymologie. Et dès le début, en fait, j'ai créé des personnages qui sont justement multiculturels, mais qui sont aussi dans le questionnement du genre. C'est-à-dire que pour moi, le cœur de mon travail, c'est autour de l'absurdité des codes esthétiques et des codes normatifs qui font que traditionnellement, on définit par des choses très binaires les hommes, les femmes. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai eu du mal à... Je n'arrivais pas à peindre des personnages féminins en fait. Parce que je trouvais que quand on se met à dessiner par exemple un visage de femme, on peut faire le test autour de nous, c'est hyper facile, hein, tu demandes à tes potes de dessiner un visage de femme. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, on est hyper tenté d'améliorer ce visage. Spontanément, on va rallonger les cils, on va rapetisser le nez, on va gonfler les lèvres, on va rajouter en fait des éléments de surféminisation qui correspondent en fait à la manière dont la femme est perçue dans l'espace public ou dans les médias, dans les films, dans toute la sphère de visibilité d'un corps de femme. Et je voulais surtout pas avoir de ça en fait. Je voulais surtout pas contribuer en fait à créer encore des images qui soient dans ces codes-là. Donc dès le début, j'ai eu envie en fait, et ça fait partie de mon engagement activiste, que de proposer d'autres formes de corps ou de visage dans l'espace public. Donc tout de suite, j'ai voulu créer des personnages qui avaient des couleurs de peau vertes, violettes, qui avaient des corps très énormes, avec du poil, avec des tatouages, avec des choses très à la fois imaginaires, un peu humanoïdes, qui questionnent encore une fois ces normes esthétiques.
Pour certaines personnes, elles vont trouver ça magnifique, d'autres vont trouver ça laid. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait pour moi de me situer sur cette ligne très fine en fait, sur ce territoire entre le magnifique et l'immonde en fait. À l'époque, les street artists, c'était une petite communauté, tout le monde se connaissait plus ou moins. Et en fait, assez vite, j'ai pas mal voyagé. Dès que j'avais un peu d'argent d'avance, je me payais des billets pour aller peindre en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis et rencontrer d'autres gens en fait, qui faisaient partie de cette communauté. J'ai toujours été attachée à mon quartier dans le 20e, à Saint-Blaise, où j'ai vécu très longtemps, pendant plus de 15 ans. Et donc du coup, j'ai eu assez vite envie de mettre ma touche en fait dans ce quartier. C'est un peu le classique en fait quand on se met à peindre, de s'entraîner en fait à côté de chez nous. Hein. Et c'est un quartier en plus que j'aime profondément parce qu'il y a un côté populaire et un peu parigo à l'ancienne, que je trouve super, quoi. Il y a une âme vraiment que je trouve intéressante et qui correspond aussi à mon univers multiculturel, ouvert, pop, coloré. Et du coup, ça colle super bien avec, à la fois avec voyager dans plein de pays et découvrir plein de cultures, et aussi avec mon quartier spécifiquement. Mais ce que je trouve particulièrement important pour moi, c'est de pouvoir avoir toujours gardé ma ligne justement d'engagement activiste de mon travail et de pouvoir être sollicitée aussi pour ça. Et donc de pouvoir avoir régulièrement des commandes de murs ou des expos ou participer à des événements culturels ou politiques, en tout cas par exemple comme celui qu'on est en train de faire ici à Nanterre, parce que je pense que l'art est politique et que le fait de le pratiquer en plus quand on est une femme ou quelqu'un qui est non-binaire ou quelqu'un qui est dans un questionnement en tout cas du système, je trouve que c'est très intéressant, quoi. C'est politique aussi. Quand on fait du tag, c'est que de l'impro, on se lance évidemment en s'entraînant chez soi. Et j'ai jamais voulu préparer trop à l'avance parce qu'en fait, j'aime être dans ce challenge de me dire là, je dois improviser, je dois inventer quelque chose. Moi personnellement, au contraire, j'adore la sensation de devoir inventer, de me jeter dans le vide. Je trouve que ça me donne une grande liberté et une grande satisfaction en fait de pouvoir justement arriver à un résultat en sachant pas du tout au début où je dois aller. Le street art en soi, il est éphémère. Ça fait partie de l'essence de l'art urbain. Ça fait partie du jeu en fait de la rue. Du coup, on reste toujours dans une espèce de détachement sans être trop dans l'attente que ça reste, que ce soit reconnu, que ce soit institutionnalisé entre guillemets. Moi en tout cas j'aime bien cette idée-là, le côté fugace de cette forme d'art. En ce qui me concerne, c'est quelque chose que je mets en place au quotidien dans ma vie, et donc du coup par exemple parce que je porte ce maquillage tous les jours, j'ai l'occasion de partager mes idées avec des gens que je connais pas, j'ai l'occasion de parler même de manière très rapide en fait, et donc fugace avec des gens que je reverrai peut-être jamais. De ces questionnements de code esthétique, de pourquoi on doit se maquiller comme ci, comme ça, pourquoi deux traits ça marche au niveau des sourcils ou de l'eyeliner, mais là tout à coup ça devient l'inverse de la féminité, pourquoi normalement je suis pas censée faire ça, quasiment j'ai eu déjà des remarques où j'avais des gens qui m'ont dit mais t'as pas le droit de faire ça, comme si c'était interdit en fait d'aller franchir cette limite. Et pour certaines personnes, c'est un vrai challenge en fait de faire face à ça. Personnellement, c'est des combats que je choisis parce que ça me parle. Ma pratique, elle est complètement reliée à quelque chose où mon corps est totalement impliqué. Je pense qu'en fait, l'idée d'être dans son corps, habité par son art, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé cette idée de performance justement pour ça. Et quand j'ai découvert le travail d'artistes qui font de la performance, je pense à Gilbert et Georges, je pense à Eva et Adèle, je pense à Jean-Luc Vernat, qui sont des artistes qui m'ont vachement inspirée.
En fait, je me suis rendu compte que moi, c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est-à-dire ne jamais finalement trouver de scission absolue entre ma vie dans mon corps personnel, quotidien, et une pratique artistique et activiste. C'est-à-dire que tout ça fait partie pour moi d'un tout, une forme d'art total aussi quelque part. Et quand on parle de performance, je trouve ça hyper intéressant parce que j'aime bien le relier à la fois une performance artistique, aussi à l'idée de la performance de genre dans laquelle on peut se retrouver happé. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir relier tout ça pour avoir une manière de percevoir toutes ces idées qui soient unies en fait, qui soient un bloc complet. Quand j'ai commencé à peindre, on ne parlait pas de féminisme. On ne parlait pas de tout ce dont on parle aujourd'hui qui est très... Aujourd'hui, il y a des mots pour des choses qui n'existaient pas avant. Et quand les mots sont arrivés, du coup, ça a été plus facile de les relier à ma pratique. En tout cas, j'ai vu vraiment une évolution sur ces thématiques sur ces dernières années, en fait. C'est flagrant et c'est plutôt cool, en fait, que ne serait-ce que la question du féminisme, il y a 5 ans, personne n'en parlait, quoi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Et en fait, petit à petit, les gens qui ont commencé à me suivre, par exemple sur les réseaux sociaux, aujourd'hui me suivent pas parce que je suis juste street artiste. Ils me suivent parce que je dis des choses et que mes messages leur parlent, en fait. Travailler en galerie, c'est une question intéressante. Je l'ai fait, je continue à le faire de temps en temps. Mais c'est vrai que le street art chamboule complètement la question du marché de l'art. Quand on est street artiste, on est dehors, on est visible. Et donc du coup, tout mon travail finalement de visibilité, c'est moi qui le fais. La question de travailler dehors, travailler dedans, elle est hyper intéressante. J'ai fait une exposition spécifiquement là-dessus à Miami en 2014. Et c'était ma première expo justement en indé total. Par exemple, j'avais peint une toile à l'intérieur de mon atelier que j'avais accrochée dehors. Personnellement, moi, je garde un pied toujours dehors parce que je trouve que le street art, c'est dans la street, enfin, ça fait partie de la base. À partir du moment où c'est à l'intérieur, c'est compliqué en fait d'amener la rue dans une galerie, c'est même impossible. Donc, il faut adapter son travail. Pas forcément en termes d'esthétique, mais en termes de technique. Je vais travailler avec des pinceaux, je travaille sur du papier, je vais pas travailler forcément avec des bombes. Je fais assez peu de toiles. Quand tu es dehors, tu es en mouvement, tu vois du monde, tu es vraiment dans un environnement fluctuant et ouvert. Et quand tu es dedans, tu es complètement à l'inverse, protégé, tout seul. Et donc, du coup, j'arrivais pas à trouver la même énergie. Et comme je suis quelqu'un qui veut juste aller vers mon plaisir tout le temps, j'avais pas envie de me faire chier en fait à faire des trucs à l'intérieur. L'histoire entre moi et Nanterre est une belle et longue histoire en plusieurs étapes. Mais en gros, voilà, en 2018, je devais faire une fresque en fait qui était en partenariat avec le musée du Louvre en commémoration de mai 68. Le contexte était particulier, il fallait s'inspirer d'une œuvre du Louvre. Et il fallait faire une fresque assez grande, en tout cas le mur qu'on proposait était vraiment immense. Après, il y avait des contingences logistiques de rémunération, par exemple, qui n'étaient pas du tout au rendez-vous. Et quand j'ai commencé à poser un peu des questions là-dessus, on m'a dit qu'on allait faire un crowdfunding. Moi, j'ai trouvé ça quand même étrange de la part du Louvre qu'ils n'aient pas prévu un vrai budget pour pouvoir faire une vraie commémoration d'une révolution populaire sans avoir à demander, en fait, au peuple d'y participer financièrement. Donc j'ai fini par dire que j'allais pas participer à ce projet. Ça m'a coûté parce que c'était une vraie décision, en plus de quand on est artiste, de dire non au Louvre, c'est quand même un sacré morceau. Et donc du coup, par réaction à cette situation qui m'a provoqué beaucoup de rage et de frustration, j'ai décidé de répondre artistiquement en faisant une performance de boxe dans le théâtre de l'Européen où j'ai des amis et il s'avère que la salle était dispo la veille de l'inauguration de ce projet ici à Nanterre, et c'était le jour de mon anniversaire.
Donc j'ai fait une super soirée où je me suis entraînée pendant 2 mois pour boxer un panneau sur lequel j'avais écrit en gros le mot institution. Et en fait, pour moi, c'était une manière aussi de questionner aussi l'accessibilité à la visibilité pour des artistes comme moi aussi, qui font du street art. C'était pas spécifiquement que le Louvre Nanterre, finalement. C'était plutôt une manière de pouvoir aussi exprimer ma rage par rapport à plein de situations autres dans lesquelles je me suis retrouvée confrontée à du sexisme ou à des a priori ou des stéréotypes. Et pour moi, c'est hyper important en fait aussi de garder une forme de cohérence en fait dans son travail quand on est justement dans un engagement activiste. J'ai appris en fait à garder mon énergie et à vraiment faire en sorte que ce soit très uniforme et dans la longueur plutôt qu'un coup de poing de temps en temps. Quand on se rend compte de toutes les inégalités, en fait, on peut être facilement dans la colère, mais la colère, c'est épuisant. C'est hyper important de l'avoir parce qu'en fait, ça peut donner de l'impulse. Mais après, sur le long terme, on peut s'épuiser. Et donc moi, assez vite, j'ai compris ça. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être dans une durée sans m'épuiser et où mon énergie va jamais être là à se dire... où je vais jamais en tout cas être dans une énergie en me disant putain j'en peux plus, vas-y j'en ai marre, je lâche l'affaire. Mais souvent je prends cette comparaison, c'est-à-dire je me dis les personnes qui découvrent l'activisme ou le militantisme se mettent au front, tu vois. Et au front tu te bats et t'es encore à corps et c'est super fatigant et t'es tout le temps en train d'y aller, tu vois. Moi je suis en arrière et je balance des trucs comme ça, de loin, tu vois. Mais j'arrête jamais. Voilà. Mais je suis derrière. Et je reste, et je reste, et je reste, et je reste. Parce qu'il faut des gens à tous les fronts, quoi, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de pouvoir réfléchir aussi à la manière dont tu veux t'engager dans une cause. Et que ça te coûte pas, tu vois. Que tu le fasses vraiment avec bonheur. Et que ça te provoque une satisfaction tellement profonde que ça te donnera jamais envie d'être désespéré, en fait. Et ce sera le mot de la fin. Hein.